Salut! Bienvenue sur Histoire de vinyle. Avant tout, pensez à vous abonner pour les nouveaux venus, à encourager d'autres éventuellement à s'abonner, à partager le lien et surtout à commenter, bien entendu, vous êtes toujours les bienvenus, j'essaie de répondre au mieux et sinon, eh bien, vous apportez très souvent des compléments tout à fait intéressants, vous partagez vos expériences et merci pour ça et continuez, continuez. Alors, il se trouve que la chaîne, vous l'avez compris, a quand même, en dépit de ma tentative de vous proposer un très grand nombre de genres musicaux au travers d'albums que j'apprécie. Encore une fois, tout ce que je vous présente, ce sont des disques que j'aime bien. Et donc forcément, il y a des genres musicaux que j'apprécie moins et je n'en parlerai pas pour ne fâcher personne. Donc vous les trouverez assez rarement ici. Et bon, il n'en demeure pas moins que, effectivement, le rock psychédélique, j'ai quelques atomes crochus avec ce genre musical. Donc depuis, bien sûr, les années 60-70, hein, c'est un petit peu l'origine. Et puis le renouveau dans les années 80, et puis bien entendu jusqu'à aujourd'hui, puisque le rock néo-psychédélique est toujours très actif, à travers des groupes tout à fait passionnants, tout à fait actifs. Bref, je vous invite, en passant, à fouiller, à explorer la chaîne, puisque je vous propose quand même un certain nombre de vidéos. Bref, pour faire sa pub, on n'est pas là pour ça. J'ai essayé régulièrement de vous proposer une mise à jour, en quelque sorte, un update. C'est-à-dire que la discothèque, bien sûr, grandit. C'est une adolescente permanente, quelque part, en croissance continuelle. Donc, il y a des disques qui rentrent, et puis il y a des disques qui sont dans la discothèque depuis très 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 longtemps, d'ailleurs je vais en parler ici, et que je ne vous ai pas présenté, parce que éventuellement pour un album, pour un groupe donné, je ne vous ai présenté qu'un seul album plutôt qu'un autre, etc. Des choses auxquelles j'avais pas pensé aussi, tout simplement, mais oui, bien sûr, c'est évident. Donc il y a tout un tas de choses, l'occasion d'un nouveau pot pourri. Il y en avait deux précédents, le dernier c'était il y a 8 ou 9 mois, et je vous en propose un autre. Ici, donc, pot pourri consacré au psych rock, au rock psychédélique bien sûr, et je vais faire comme ceci, je vais vous mettre en incrustation la pochette de l'album dont je vais vous parler, et puis allons-y. D'accord? Alors c'est parti, le premier, allez, il n'y a pas de mystère, je vais faire ça dans l'ordre chronologique. C'est le 3e album des Who, Sell Out. Cet album sort vraiment à la toute fin décembre 1967. Ici, ce que je vous présente, c'est le pressage états-unien sur Decca Records. Hein. Bon, comme d'habitude, pour ceux qui ont déjà vu les vidéos de la chaîne, généralement, je vous présente des pressages originaux. Quand il ne s'agit pas de pressages originaux, je le dis. Donc ici, Decca 1967 aux États-Unis, en Angleterre l'album est sorti sur Track Records. Les premiers pressages ont été proposés avec un poster, c'est pour les amateurs, les collectionneurs en Angleterre, en tout cas je ne crois pas que c'était le cas aux États-Unis. Il y avait un poster sur les 500 ou 1000 premiers exemplaires, quelque chose comme ça. Bon, sachant qu'ils ont beaucoup d'humour, les Who, parce que The Who Sell Out, effectivement, ils ont vendu énormément d'albums. Le précédent Quick One 1966, voilà, qui est absolument formidable. Ils ont fait, paradoxalement, c'est un très grand groupe de l'histoire du rock, mais ils ont fait très peu d'albums studio. En fait, si vous regardez bien, il n'y a pas beaucoup d'albums studio. Bref. Sell Out, au départ proposé par Chris Stamp, un de leurs producteurs je crois, et puis ils vont y travailler, pochette légendaire, qui va leur poser quelques petits soucis d'ailleurs, bah oui, parce que les marques qui sont mentionnées ici n'ont pas demandé la permission, donc ça va poser un petit souci. Donc l'idée effectivement c'est de faire un album conceptuel. Alors, où est le concept? En fait, le concept, c'est dans un hommage rendu aux radios libres.
Et donc vous avez tous les titres qui sont un petit peu séparés par des annonces publicitaires, donc humoristiques, détournées, de marques connues, bref, d'où les litiges. Bon, on n'est pas là pour parler de ça, on est là pour parler de la musique, et pour moi, effectivement, c'est un superbe album de rock psychédélique british, donc la pop, plutôt pop psychédélique. Ce qui est intéressant ici, c'est qu'il n'y a pas que Pete Townshend qui compose, il y a aussi John Entwistle. Et deuxième chose intéressante, c'est qu'il n'y a pas que Roger Daltrey qui chante sur les titres, il y a aussi Pete Townshend, John Entwistle en leader, en chant principal. Donc c'est tout à fait intéressant. Bien sûr, il y a aussi sur cet album un des grands titres psychédéliques anglais de la fin des années 60 qui est I Can See for Miles, tout à fait fantastique. Donc voilà. Album suivant. Allez, traversons l'Atlantique, Amérique du Nord, Canada, c'est parti. Allons. Là, vous êtes dans un groupe très très particulier qui n'est pas constitué de musiciens professionnels, mais il s'agit plutôt d'un collectif artistique. Il y a un architecte qui construit un décor, il y a un artiste plasticien qui va s'occuper des éclairages, il y a un poète qui va dire ses textes, et puis effectivement un musicien. Donc c'est de l'art expérimental qui relève du happening en quelque sorte, mais c'est absolument passionnant. Alors je disais pas tout à fait à mettre entre toutes les oreilles, parce que c'est de la musique d'avant-garde, c'est quoi? C'est Intersystems No.1, donc premier album ici sorti en 1967 au Canada. Ils vont faire 3 albums dans la foulée, qui ont été regroupés, je crois, au sein d'un coffret vinyle. Alors les pressages originaux, effectivement, sont pas évidents à se procurer, mais ça a été réédité. Le premier album, donc celui-ci, superbe pochette par ailleurs, 1967, le deuxième Peachy, je crois, 1968, et puis un petit clin d'œil au précédent, même si ça n'a rien à voir, je pense. Le troisième album s'appelle A Psychedelic Poster Included Inside, quelque chose comme ça. Et or, sur les premiers, ce que je vous ai dit tout à l'heure, les premiers exemplaires de Sell Out des Who, il y avait un sticker qui disait Psychedelic Poster Included Inside. Peut-être qu'il y a un petit clin d'œil là, je ne sais pas. Bref, c'est passionnant, j'en avais peut-être déjà parlé. Pour moi, l'ambiance colle tout à fait avec certains films de David Lynch, et en particulier la 3e saison de Twin Peaks. La 3e saison, enfin en tout cas la dernière saison de Twin Peaks, cette ambiance obscure avec ces créatures, effectivement, couleur cendre, filmées en noir et blanc, enfin bref, vous y êtes complètement, c'est tout à fait ça. Donc passionnant. Album suivant, 1968, je continue la chronologie. Je pense pas que je vous ai évoqué ce groupe qui a fait 2 albums, donc originaire de San Francisco. Je pense pas en avoir parlé dans la vidéo. Je vous avoue que je ne regarde pas les vidéos que j'ai faites il y a 1 an, 2 ans, enfin non, d'ailleurs pas 2 ans, moins de 2 ans, 1 an et demi. Non, pas du tout. Donc, je ne pense pas en avoir parlé, c'est Mount Rushmore. Le premier album sort en 1968. Ils feront un deuxième album, il me semble, qui sort en 1969 ou 1970. Ion. Bon, la pochette, pas tout à fait extraordinaire. Par contre, ce qui est indiqué derrière, c'est que c'est un groupe de blues rock et de San Francisco, et c'est du blues rock psychédélique. Et magnifique. Franchement, alors, c'est pas l'album bouleversant du siècle, mais c'est une efficacité. Le guitariste est tout à fait brillant. C'est un super blues rock psychédélique, et il verse dans le psychédélique par le jeu de guitare, c'est évident, et aussi en se livrant à quelques titres, aux ambiances extrêmement variées, comme Looking Back, qui dure presque 10 minutes sur la deuxième face. Guitare super flamboyante, ça m'évoque, moi, un groupe que j'ai déjà évoqué, me semble-t-il, qui est Suckered
Mushrooms, voilà, autre groupe de blues rock psychédélique magnifique, même année je crois d'ailleurs, 1968, Sacred Mushroom, peut-être 69, super. Donc, voilà un conseil, magnifique. Regardez pas la pochette, uniquement allez écouter cet album superbe qui commence par un titre qui est Stone Free, qui évoque bien entendu le titre de Jimi Hendrix. C'est vrai que le guitariste a un jeu un petit peu hendrixien, mais waouh! Alors ce groupe, bien sûr, vous l'avez vu en incrustation, c'est un groupe que j'ai déjà évoqué dans le cadre de vidéos consacrées au garage rock ou tout simplement au rock psychédélique aux États-Unis à la fin des années 60. C'est un groupe tout à fait monumental. Alors paradoxalement, ils n'ont fait que 3 albums. Le premier en 67, le dernier en 1969. Le premier Distortions, qui est une grande claque. C'est celui-là que j'évoque le plus souvent, effectivement, essentiellement des reprises et puis 2 compositions magiques qui sont Action Woman et Soul Searching qui voilà, datent de 1967. Et là, je vous présente $100 Fine 1968 sur un obscur label qui est Hexagon. Superbe album, encore une fois, avec qui mêle des... Alors, principalement, cette fois-ci, des compositions originales. Hein. C'est toujours imprégné il y a toujours cette énergie qui vient du garage, quand même, mais tout de même sur, voilà, peut-être le titre le plus saisissant, c'est le titre le plus long, qui est une reprise des Zombies, She's Not There, et alors c'est peut-être une reprise des Zombies, mais vous avez des accents qui évoquent très très nettement les Doors, en particulier dans l'orgue. D'ailleurs, qui manipule l'orgue ici c'est Danny Waite. Ça évoque tout à fait le jeu de Ray Manzarek, et parfois Zip Kaplan lui-même, le guitariste, hein, absolument sublime, que vous allez retrouver au sein d'un autre groupe que j'ai déjà évoqué, qui est Lightning. Parfois, il utilise effectivement, voilà, il a un petit peu il adopte le style de Robbie Krieger. Donc, bref, c'est un album passionnant, magnifique de rock psychédélique, très acide et teinté de garage, encore une fois. Ah, voilà, à découvrir. Le 3e album, Emerge, qui sort en 1969, est très différent, mais dans un style différent, vraiment tout à fait intéressant. David. Alors, vous l'avez vu, celui-là, je pense pas que je l'ai évoqué, sorti en 1968 aux États-Unis, Quatrain, qui vaut... alors, c'est un superbe album de rock psychédélique, hein, magnifique. Quatrain qui n'aura une existence que extrêmement courte, puisque je crois que l'existence du groupe n'aura duré pratiquement que dans la préparation, l'enregistrement de l'album et puis quelques concerts et puis c'est fini. Mais qui vaut pour, encore une fois, alors les ambiances sont alors, pas du tout garage, hein, on est vraiment dans un rock psychédélique avec un guitariste qui est Don Senville qui donne toute voilà, l'étendue de ses qualités aux 6 cordes. Voilà, un album peu connu. Sur quel label d'ailleurs? Ça c'est une bonne question. C'est Tetragrammaton, oui c'est ça, c'est un obscur label, mais qui a quelques productions de groupes psychédéliques aux États-Unis. Tout à fait, vraiment, si vous avez l'occasion de vous procurer cet album, il a été réédité, et je pense que pour des sommes assez modiques, vous pouvez vous le procurer dans son pressage, comme ici son pressage original, vraiment à découvrir. C'est un superbe album, voilà. Quatrain. Les amateurs de 6 cordes vont s'y retrouver. Très intéressant. Cet album, je l'ai évoqué dans la vidéo, il me semblait que c'était bien de le remettre ici
enfoncer le clou pour insister un petit peu, tant c'est absolument magnifique. Cet album, je ne l'ai mentionné que dans la vidéo consacrée aux compilations, aux doubles albums ou aux albums consacrés à des festivals de musique, hein, bien sûr, dans les années 60, il y en a des kilos. Mais il me semble que cette compilation sur le label San Francisco Sound mais quelle merveille! Donc sorti en 1968, il en existe deux pochettes différentes. Moi ici j'ai la pochette en couleur, il existe aussi une pochette en noir et blanc, sortie au même moment, le label de cet escroc de Bill Katz, voilà le fondateur de ce label sur lequel vous allez retrouver des titres totalement inédits de plusieurs groupes, dont Indian Pudding and Pipe. Voilà, il ne s'appelait pas comme ça au départ, je vous invite à regarder ou à regarder la vidéo que j'ai consacrée à ces compilations, etc. Mais ça fait tellement plus hippie, ambiance été 68. Bien sûr, le groupe It's a Beautiful Day, mais vous allez retrouver un titre Bulgaria qui est dans une version différente de celle qui apparaît sur leur premier album. Par ailleurs, un superbe album. Hein. Tout ça, c'est la baie de San Francisco. Et puis, vous avez le fameux groupe Tripsichord Music Box, que des inédits. Vous êtes là, vous chevauchez les étoiles avec les guitares fantastiques à la Quicksilver Messenger Service, un petit peu. Enfin, faut-il dire à la Quicksilver Messenger Service, faut dire à la John Cipollina et Gary Duncan. Voilà, c'est ça. Et voilà, magnifique. Et puis, vous avez un autre groupe qui est Black Swan, absolument pas à confondre avec le Black Swan qui a fait ce succès en 68, 69. Non, là, ça n'a rien à voir. Bref, c'est un album fantastique. Encore une fois, parce qu'il ne présente que des inédits des différents groupes qui sont là, à redécouvrir. Je mélange tout, bien sûr, je progresse. Cette fois-ci, nous retraversons l'Atlantique pour des Anglais que je n'ai fait que évoquer vraiment, mais alors très très rapidement dans le cadre des vidéos consacrées au Captain Beefheart and his Magic Band. Pourquoi est-ce que j'ai mentionné ce groupe? Parce que clairement, le Captain Beefheart and his Magic Band représente une influence qui est plus qu'évidente. C'est un superbe groupe, en tout cas pour moi. Encore une fois, les 3 premiers albums sont fantastiques, mais voilà, de rock psychédélique, un petit peu déjanté. Oui, si vous revendiquez l'influence du Captain Beefheart et vous êtes influencé par le Captain Beefheart, vous êtes un peu déjanté. Donc c'est le Edgar Broughton Band sur le label Harvest EMI. Waza Waza, c'est le premier album du groupe, absolument splendide. Le premier titre, vous croyez entendre le Magic Band, il y va même, je crois que c'est Edgar Broughton, hein, il va presque dans l'imitation de la voix du Captain Beefheart. Bref, c'est un album fantastique, totalement déjanté. Voilà, c'est une merveille de rock psychédélique, halluciné, que je vous conseille pour ceux qui ne connaîtraient pas, bien entendu. De toute façon, la chaîne est faite pour ça, c'est essayer de vous inviter à la découverte de groupes que peut-être vous ne connaîtriez pas. Retour aux États-Unis, le Texas. Et oui, alors j'enlise un peu. C'est vrai que j'essaie de pas trop vous ennuyer, et j'essaie de trouver des idées pour des vidéos sur des thématiques un petit peu différentes, et j'aimerais bien faire quelques vidéos, alors si ça vous intéresse, vous me direz quoi, mais consacrées à des labels, hein. C'est des choses sur lesquelles que j'ai déjà évoquées. Pour moi, il y a des labels qui sont fondamentaux, proches de nous. Il y a le label par exemple Matador, Domino Records, 4AD dans les années 80, ce sont des labels fantastiques. Et puis dans les années 60, il y a Harvest par exemple, il y a Mainstream, moins connu aux États-Unis, Vanguard Records, bref, et j'en passe, qui sont des labels tellement importants qui ont permis à des groupes d'émerger. Et puis il y a un label
Il y a un label texan. Alors lui, pour le coup, il n'a pas sorti beaucoup ni de 45 tours, ni de 33 tours, mais qui est resté quand même dans l'histoire du rock, qui restera pour toujours dans l'histoire du rock. C'est le label International Artist, le label texan de Leland Rogers. Et moi, je vais vous proposer un album un groupe que j'ai déjà évoqué, mais alors pas sous ce nom-là. Bref, je vais y revenir. C'est Bubble Puppy. C'est en fait le label International Artist. J'en avais déjà parlé au Texas. Hein, à la fin des années 60, n'a sorti que 12 albums 33 tours. Voilà. Qui sont notés IALP et numérotés de 1 à 12. Donc principalement des groupes de rock psychédélique, mais pas uniquement, puisque vous avez Lightning Hopkins, par exemple, le guitariste de blues afro-américain qui a 1 ou 2 albums sur le label, un album je crois. Et sinon bien sûr vous avez le 13th Floor Elevators, vous avez Power Plant, vous avez Lost and Found, vous avez Endelson Cloud, bref, que des groupes fantastiques, absolument fantastiques. Et Bubble Puppy, qui sort cet album en 1969. Alors, les amateurs des 6 cordes, voilà, c'est une merveille de rock psychédélique. Alors, ce ne sont pas des grandes chevauchées, on sent bien l'influence du blues qui est là. C'est pas un album de blues rock psychédélique, mais voilà, vous avez véritablement un style qui est propre à ce groupe. La pochette, je l'adore. Alors, sous ce nom, le groupe ne va exister que pour cet album. Magnifique, hein, franchement. Alors là, c'est le pressage original, mais vous avez, heureusement, il y a plein de rééditions, il n'y a aucun problème. En vinyle, pour ceux que ça intéresse, bien entendu, sinon vous allez trouver ça très facilement sur toutes les plateformes. Bref, et bien sûr, en CD, je pense qu'il n'y a aucun problème. Super. Et donc ils ont fait, bon, je l'ai déjà montré, donc je vais passer très vite. Donc le groupe, après ce premier album, va sortir un 2e album, puis un 3e, sous un autre nom encore, qui est Rising, en 1976, je crois, quelque chose comme ça, même un peu plus tard. Mais en 1971, les mêmes sortent un album qui est Damien. Voilà, moi je préfère Bubble Puppy, mais celui-là il est vraiment très bien aussi. Bref, encore une fois, pour les amateurs des 6 cordes psychédéliques, là vous y êtes les gars, c'est absolument... et les filles, c'est absolument fantastique. Ici c'est une réédition sur le label Klimt. Effectivement, les pressages originaux sont pas évidents à voir passer. Bref. Puisque nous sommes au Texas et ça tombe bien dans la chronologie, eh bien je vous propose cet album. Alors, vous allez dire, mais Vince, mais qu'est-ce que c'est que cette pochette absolument affreuse? Bon, ok. Vous pouvez craindre et redouter le pire, bien entendu. Mais, à votre avis, non, je ne vais pas vous présenter un album qui n'a aucun intérêt. Non. Alors, il y en a beaucoup d'albums qui se revendiquent ou qui sont catalogués, référencés dans le rock psychédélique, mais qui sont des catastrophes absolues. Celui-là, la pochette laisse craindre le pire. Sur le label Uni, sur le label Uni Records, voilà un autre label sur lequel vous avez aussi Fever Tree, par exemple, au moins pour les 2 premiers albums qui sont tout à fait intéressants. Yellow Pages, de Yellow Pages, le groupe texan, eh bien, vous y êtes quoi. C'est absolument... Il y a un guitariste ici qui est William Ham, qui se fait appeler Bill Ham, absolument. Tout le disque, et alors en plus, ce sont que des compositions du groupe, à l'exception d'une reprise, le dernier titre, qui est une espèce de medley, I'm a Man, de Bo Diddley. Bon, comme le titre est un peu plus long que les autres, vous ne pouvez pas échapper au solo de batterie. Bon, j'ai rien contre les batteurs, au contraire, mais parfois les solis qui s'étirent comme ça. Bon, bref, sinon, fantastique. N'hésitez pas une seule seconde, je pense que vous pouvez vous le procurer à des prix modiques, et n'hésitez pas une seule seconde, la pochette, vous oubliez la pochette, d'accord, et vous allez écouter la musique. C'est, alors, un truc intéressant, en passant, la vidéo dure trop longtemps non plus, mais bon, Bill Ham va devenir le producteur de ZZ Top, et de Point Blank aussi, les groupes, donc voilà.
Alors, vous avez écrit volume 1, qui laisse supposer qu'il y a un volume 2. Non, pas du tout, c'est le seul et unique album de The Yellow Pages, sorti en 1969. Alors, celui-ci, je l'ai évoqué très très vite. Je l'ai évoqué, je ne voulais pas montrer, mais là je me suis dit, allez, c'est le moment. Voilà, il faut sortir cette galette qui est un monument selon moi. Encore une fois, hein, vous avez compris aussi, bon, j'adore le rock psychédélique dans toutes ses déclinaisons, avec guitare et sans guitare, avec guitare fuzz et sans guitare fuzz, bref. Donc effet, fuzz si vous voulez, mais là, c'est du gros son, c'est Randy Holden, bien sûr, l'unique. Enfin, faux. Faux vite. Ouais. Non. Donc, Randy Holden, qui a fait partie de The Other Half, avant des Sons of Adam, puis des The Other Half, puis de Blue Cheer sur le New Improved, juste pour 2 titres qu'il compose par ailleurs. Fantastique guitariste, malheureusement, qui n'a pas eu le destin qu'il méritait. Et là, il réussit à produire un album, Population 2, avec un batteur qui est Chris Lockheed. Ils sont tous les deux. Il utilise 16 amplis de je ne sais plus combien, de 120 watts, les trucs, enfin, le délire total, les amplis Sun. C'est un monument érigé à la guitare, hard rock psychédélique. C'est une merveille. Autant vous dire qu'à l'époque, aucun, bien sûr, aucun succès. Je ne sais pas combien d'exemplaires a été pressé le pressage original. Ici, c'est la première réédition qui date des années 80, qui est en lui-même déjà un pressage qui n'est pas évident à se procurer, à voir passer en tout cas, à se procurer après, qui date des années 80 sur Line Records, label allemand. Ça a été réédité depuis, heureusement, parce que, bon, encore une fois, c'est selon vos appréciations. Là, je vais évoquer un album, on va pas changer de style, voilà, totalement. Mais pour les amateurs de 6 cordes, de gros sons, et 1971, hein, c'est un monument de hard rock psychédélique. C'est une symphonie de guitare électrique. Et voilà, Randy Holden, qui va disparaître à la suite de cet album, mais qui réapparaîtra heureusement dans les années 2000. Il a de nouveau sorti un album en 2020, que j'aurais pu vous sortir d'ailleurs, j'étais bête en vinyle, Population 3, tout à fait intéressant, bref. Je vous ai dit, nous changeons totalement d'ambiance. Yama and the Karma Dusters. Alors là, c'est un album autoproduit. Enregistré en 1970, sorti en 1971. Ces gens-là sont originaires de Chicago. L'album existe en deux pochettes. Alors, je ne peux pas vous donner l'histoire avec un point et une autre pochette avec une rose. Bon, bref. C'est assez obscur, puisque c'est autoproduit à l'époque. Donc heureusement, ça a été réédité. Ici, sur le label d'époque. Quel est le label d'époque? Je ne sais pas pourquoi je le sors, puisque vous l'avez dans l'association, c'est Manhole. Voilà. C'est du folk psychédélique. Voilà. Je ne peux pas dire plus que ça. Il me semble que j'en ai parlé sur la vidéo consacrée au folk rock psychédélique. Je vous mets la miniature en incrustation. En fait, ça faisait un moment que je ne l'avais pas réécouté. Je l'ai réécouté il y a 2-3 jours. Et bon, évidemment, vous n'écoutez pas Randy Holden avant, hein, on est bien d'accord. Vous écoutez ça et c'est tout. Voilà, c'est l'enregistrement. Alors que clairement, c'est quelque chose qui est autoproduit. Il est d'une très très grande qualité. Et c'est fantastique, superbe album, bien sûr, revendications politiques, contre la société bien pensante, etc. Bref, contre la guerre du Vietnam, qui n'est pas terminée en 1970, hein. Enfin, l'album sort en 71.
fantastique. Ce groupe va franchir une décennie, passé dans les années 80. C'est Rain Parade, bien sûr. Ici, c'est un EP, c'est la deuxième production du groupe. Je vous ai évoqué déjà je crois que c'est le premier volume consacré au rock néo-psychédélique. Aux États-Unis, le renouveau psychédélique, le Paisley Underground. Vous y êtes ici totalement, donc la Californie. Alors, sur le premier album, vous avez Dave Brubeck qui fondera Opal puis Mazistar. Ici, il reste son frère Steven Roback. Les influences ici sont clairement du côté du Pink Floyd, côté Syd Barrett, fantastique 6 titres à redécouvrir absolument. Rain Parade sur les 3 premiers albums, il y a donc 2 albums studio plus un concert au Japon, je crois, à redécouvrir absolument. Après, il y a un autre album qui est moins intéressant, mais franchement là, vous allez adorer, je pense. Alors voilà un groupe pareil, référence assumée au rock psychédélique des années 60, au garage en particulier, et ça va me permettre de faire le lien parfaitement avec l'album suivant. Effectivement, je me suis dit, quand on s'est dit que j'ai jamais sorti ce disque-là, enfin, bref, celui-là c'est pareil. Bon, bref. Alors que la pochette, quand même, il n'y a pas de doute possible quant à le côté psychédélique de la chose. C'est le deuxième album complet. Il y a un EP, je crois, leur première production vinylesque, c'était un EP, puis ensuite il y a 2 albums studio, donc celui-là c'est le deuxième album studio qui sort en 1984, si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est ça, Plan 9. Wow. Voilà. Et ils ont un titre qui est fantastique, c'est 5 Years Ahead of My Time. Et c'est une reprise d'un obscur groupe de garage états-unien, me semble-t-il, qui sort un unique 45 tours en 1967, c'est Third Bardo. Alors, si ça vous dit, moi je l'ai pas trouvé, pas encore. Sundazed a réédité les différents enregistrements de ce groupe obscur, Third Bardo. Et effectivement, ce titre, 5 Years Ahead of My Time, qui est un titre très très court qu'ils ont sorti en 45 tours, mais là ils l'ont allongé, c'est passionnant. Alors sinon, effectivement, vous êtes plus du côté du garage rock psychédélique pour l'essentiel, mais quel album que cet album de Plan 9. Ils ont bien sûr plusieurs albums studio à leur actif, mais celui-ci c'est quand même une... Alors, l'album de Plan 9, donc ce groupe originaire de Rhode Island, me permet de faire une transition, je vous l'ai dit, tout à fait idéale avec l'album suivant que vous avez vu en incrustation, bien entendu, qui est l'album de Sky Sunlight Saxon, bien sûr, le chanteur des Seeds. Donc In Search of Brighter Colors. Ici il est accompagné d'un groupe absolument fantastique qui est Firewall. Alors il faut savoir que parmi les musiciens que vous avez, nombreux musiciens qui participent à l'enregistrement de cet album, qui est fantastique, pour le coup 1986 ou 88, vous l'avez vu en accostation, vous allez trouver Steven Roback, dont j'ai parlé il y a 3 minutes, puisque Steven Roback effectivement joue et chante et joue de la basse sur le groupe Rain Parade, et donc là il joue de la basse aussi sur cet album, sur plusieurs titres. C'est un album absolument
fantastique, dans le style de Plan 9 et surtout dans le style des premiers albums, surtout du premier album des Seeds, et puis aussi un petit peu de Web of Sound. Vous retrouvez cette ambiance. Il est en forme, le Sky Saxon, qui est mort en 2009. Hein. Alors après les Seeds, il avait retrouvé une espèce de communauté autour d'une espèce de gourou qui est Yawoha, ouais, c'est quelque chose comme ça, qui a fait. Ils ont sorti plusieurs albums d'ailleurs. J'y reviendrai d'ailleurs. Il y a ça dans la discothèque, c'est vrai que j'aurais pu. Bon, bref. Fantastique. I hear the mountain crash, surtout baby, be patient. Fantastique. Lightning. Sont tous les titres, surtout la première phase, que des merveilles. Voilà. Fantastique. Allez, super projet. Changement d'ambiance. Passons des années, on va faire un bond temporel. Bon, c'est vrai que ce sont des albums dont j'avais envie d'évoquer, donc je n'ai pas regardé si j'avais pas un trou dans la chronologie. Bon, bref, peu importe. Peu importe. Ici, un album que je vous conseille vivement, c'est le deuxième album de Jaco Gardner, Hypnophobia. Alors, encore une fois, là, vous êtes dans le rock néo-psychédélique assumé. Donc là, ça commence à être des gens qui sont nés dans les années 80, tout ça, donc ils sont nés dans les années 80. Jaco Gardner, lui, ses influences sont clairement du côté du Pink Floyd, encore une fois, période Syd Barrett, hein, bref. Pas uniquement aussi du côté des groupes allemands, voilà, Kahn, Neu, etc., Schratenpel, Amondul 2, bref, des années, début des années 70 en Allemagne. Ici, vous attendez pas à entendre de la guitare fuzz, non, il est plus dans une approche avec des orgues, synthés. Si vous connaissez Tame Impala, vous êtes très très proche dans la voix, avec les effets sur la voix, etc. C'est tout à fait passionnant. J'adore, c'est le deuxième album. Le premier album, c'est Cabinet of Curiosities, et il y a un troisième album après celui-là. Bref, super, 2015, cet album, Hypnophobia, c'est quoi? C'est les gens qui ont peur de s'endormir. Il me semble. Bref, en tout cas, je vous invite à la découverte de cet album. Évidemment, pas évident de ne pas évoquer King Gizzard and the Lizard Wizard en raison de leur discographie tout à fait gigantesque, même si je pense, à moins d'être de se concentrer ses moyens dédiés à la discothèque que au groupe, impossible d'avoir la discographie complète en vinyle, c'est pas possible, il y a trop d'albums studio, trop d'albums live, bref, c'est énorme, Alors, celui-ci, sorti en 2020, il est intéressant d'abord, les enregistrements sont tout à fait de qualité exceptionnelle, hein, propose des lives, donc des concerts, des extraits de concerts qui ont eu lieu dans plusieurs villes d'Europe, principalement en 2019. L'idée de départ, c'était de sortir un ciné-concert. Vous en voyez maintenant dans les cinémas, ils proposent un concert, que vous allez voir au cinéma, et puis voilà, vous avez le son, vous n'êtes pas au concert, mais vous le voyez. Bref, malheureusement ça ne s'est pas fait, puisque c'était prévu la sortie de ce film en 2020, en tout cas ce ciné-concert en 2020, et puis la Covid, donc vous avez donc ce double album qui permet de rappeler qu'il y a eu ce projet, avec quand même des titres composés en studio par Stu Mackenzie, guitariste, multi-instrumentiste, enfin bref, leader ou pas leader, c'est plutôt un collectif. King Gizzard quand même, il occupe tout de même une figure centrale, c'est un album fantastique, les enregistrements, hein. Il existe de nombreux, bien sûr, vinyles qui sont sortis, les fameux, je sais pas ce que ça veut dire, hein, vous m'expliquerez, les bootlegs officiels, enfin bref, pour moi un bootleg c'est un pirate, mais des concerts de 2019 à Paris, à Bruxelles, à Londres, etc. Bref, fantastique, le son est nickel, les titres sont super bien choisis, c'est une merveille de rock psychédélique.
Magnifique. Alors là, c'est un groupe, vous l'avez vu en incrustation, vous avez dit, oula, ça je ne connais pas. Ou peut-être que vous connaissez, mais bon, effectivement, on est plutôt dans l'underground. Donc un groupe taïwanais, originaire de Taipei, donc, et Mong Tong. C'est un duo, deux frères. Alors moi j'ai eu la chance de les voir en concert à Tourcoing. Ils étaient en première partie du groupe japonais Kika Gaku Moyo, voilà, que j'ai déjà évoqué, groupe vraiment de rock psychédélique absolument magnifique. Là on est dans de la folk psychédélique si vous voulez, mais la folk, alors il faut sortir la folk, c'est pas la folk états-unienne, c'est pas de la folk irlandaise, non, les influences sont ici dans les traditions, la musique traditionnelle chinoise, hein, en particulier l'imagerie du folklore, des créatures, bref. Tout y est, la musique, alors ils utilisent des instruments traditionnels, mais pas uniquement, bien entendu, beaucoup d'effets, de boucles, voilà, de synthétiseurs, bref, c'est tout à fait, c'est une musique d'ambiance mystique quasiment, voilà, pour les amateurs. Alors là cette fois-ci, alors c'est un groupe, malheureusement, qui devait se produire en concert dans le nord de la France, à Amiens, sur une péniche, la péniche Célestine, qui propose, voilà, une péniche qui propose des concerts. Et il semblerait, j'ai donc pas pu les voir, il semblerait que juste avant le concert, une partie de la matériel soit tombée à l'eau, dans la Somme, malheureusement. Bon bref, peu importe. En attendant, ce groupe c'est The WRS. Ce sont des Belges originaires de Charleroi. Déjà, pochette magnifique. Je vous mets aussi en incrustation l'insert. Et l'artiste en question c'est Elzo Dirt. Je vous invite à aller sur son site. Alors il a fait des pochettes, enfin, des posters, des affiches de concerts, etc. C'est un univers voilà, complètement fantastique, tout à fait psychédélique, vous y êtes totalement. Quel est le style du groupe? Vous avez compris, évidemment c'est du rock psychédélique, mais là vous êtes très nettement du côté des Theoses de John Dwyer. Je pense que c'est une référence qui est assumée pour ce groupe. Voilà, c'est magnifique. Franchement, c'est bourré d'énergie. Alors bien sûr, ce n'est pas que survitaminé. Il y a des passages il y a des titres un peu plus tranquilles, mais franchement, n'hésitez pas une seule seconde. Donc ça, c'était leur deuxième album. Un troisième album est prévu. Il est prévu qu'ils sortent en octobre 2025. Et moi, j'ai hâte. J'espère que cette fois-ci, ils ne vont pas noyer leur matériel. Les voir en concert s'ils passent dans les Hauts-de-France. Magnifique. J'évoque les Japonais depuis tout à l'heure, allons-y parce que ce groupe-là, je l'aime beaucoup aussi. Vous l'avez vu, c'est Ibushi-Bire. Cet album avec un titre, voilà, Magical Metamorphosis Third Eye. Alors, il faut quand même signaler, donc c'est un power trio, hein, donc c'est d'une énergie extraordinaire. Vous êtes tout à fait dans le style des moments les plus énergiques de Acid Mother's Temple. Et pour preuve, la preuve en est, c'est que Kawabata Makoto, l'un des guitaristes d'Acid Mother's Temple, produit et joue sur l'album. C'est une merveille psychédélique, les influences, bien sûr, du côté des groupes allemands, aussi d'Acid Mother's Temple, bien entendu. Ils font une reprise des Beatles, Tomorrow Never Knows, mais qu'ils appellent Tomorrow Never Ever Knows. Wow.
Waouh, waouh, waouh. Et la deuxième phase est consacrée à un titre unique qui est un trip psychédélique absolu. Dans la plus pure tradition, cet album sort en 2023. J'ai hâte, j'aimerais les voir en concert. J'aimerais les voir en concert, ça doit être tout à fait fantastique. Donc, Ibushi-Bire. Allez, dernier, j'ai été un petit peu long, je voulais. Bah, c'était un petit moment qu'il n'y avait pas eu d'update consacré au rock psychédélique. Cette fois-ci, c'est un groupe lyonnais. Ah ouais, des Français, ben oui, oui, tout à fait. Occult Hand Order. Voilà le titre, le nom du groupe. Alors, ça, c'est pas leur premier album, je vais pas dire de bêtises. Donc c'est un double vinyle, 3 faces. Quelles sont les influences ici, hein? C'est vraiment très très intéressant. Les influences pour moi, elles sont du côté bien sûr du rock psychédélique, mais du métal également, hein, très nettement, du metal doom. Voilà. Bref, donc un son très très lourd, voilà, c'est ça, un son très très lourd, des titres très très longs, il y a très peu de titres, hein, je crois qu'il y a 1 ou 2 titres par face, donc ça permet le... Et moi je n'ai pas pu m'empêcher de penser à Slint. Voilà, avec des parties parlées, alors pas forcément par des voix masculines, mais aussi par des voix féminines, qui font penser au passage, effectivement, parlé de McMahon hein, sur Spider-Land de Slint. Il y a de ça. Il y a de ça, c'est tout à fait évident. Voilà, c'est un superbe album. Je sais pas, je vous l'ai mis en incrustation, c'est assez obscur, mais je pense que ça se procure. Vous allez sur leur site et voilà, c'est l'occasion de donner un petit coup de pouce aussi voilà, à ce groupe originaire de Lyon qui est tout à fait intéressant. Donc allez-y sans aucun problème, superbe pochette, superbe album. Et voilà, désolé, je vous ai... peut-être qu'il y en a beaucoup qui ont abandonné en cours de route. Bref, Vince, it's me, cares about you. N'hésitez pas à commenter et à bientôt.